enregistrer tout de suite pour que les autres personnes qui n'ont pas pu assister puissent voir l'enregistrement. Alors, le master en promotion de la santé de l'Université de Parakou existe depuis plusieurs années en format en personne, en fait. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on a l'intention que l'Université de Parakou voudrait bien rendre accessible en ligne son master en promotion de la santé. Et donc, voilà, avec la collaboration du REFIPS, de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Université de Genève et de l'Université du Québec à Montréal, on a réussi à rendre ce projet-là possible. Et il y a la première cohorte qui est en train de terminer sa première année du master actuellement. Donc, voilà, tout simplement, ça va être très simple la formule aujourd'hui. On a David Weto, qui est le responsable du programme, qui va vous présenter le programme. Et ensuite, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une période d'échange pour répondre à toutes les questions et probablement que les questions reviennent d'une personne à l'autre. Donc, ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Et voilà, donc pour prendre la parole, je vous invite à lever la main et c'est moi qui vais attribuer les paroles puisqu'on est beaucoup. Donc, je vous nommerai quand vous pouvez poser votre question. Vous pouvez également, si vous préférez, poser les questions via le clavardage. Donc, voilà. Sans plus tarder, je passerai la parole à David Weto. Merci beaucoup, Sarah, et bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est David Weto. Je suis médecin. Je suis spécialisé en promotion de la santé et j'enseigne donc cette matière-là un peu partout, basée à l'Université de Parakou. Un peu partout parce que je passe dans beaucoup d'universités et comme il n'y a pas déjà énormément de gens, et donc voilà. Et nous avons en fait démarré cette formation-là ici à Parakou depuis 2013-2014, donc de la rentrée 2013-2014, on a démarré et on était donc dans les tractations pour joindre beaucoup de gens parce que les perspectives étaient, selon nos hypothèses, qu'on devrait pouvoir joindre, surtout en francophonie, comme ça n'existait pas et on devait pouvoir joindre beaucoup de gens. Donc finalement, on a pu mettre en place le projet et qui a commencé donc en octobre passé. Et donc, on a, disons plus précisément en novembre, on a déplacé. Donc, on est à la fin de la première promotion qui est en train de finir actuellement la première année. Donc, je vais rapidement partager alors ma présentation et passer quelques minutes à vous passer en revue donc, ce qu'il est important de savoir sur cette formation. Après cela, nous allons passer aux questions. Donc, comme je disais, voilà, un master en promotion de la santé. Je vais vous passer en revue rapidement le contenu et quelques éléments qui vont permettre de nourrir vos questions et donc que nous ayons ensemble à y répondre. Voilà. Et donc, à guise d'introduction, je voulais, comme on est tous des professionnels, vous montrer rapidement une étude qui a montré dans la sphère donc, internationale une évolution de l'espérance de vie dans le monde et que la région africaine, donc ici surtout, ici marquée en rouge, là, qui n'a pas pu avoir de progrès sur 3 décennies. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui travaillent sérieusement. Non, ils travaillent trop bien, mais en réalité, on va voir qu'il y a quelque chose qui manque en réalité. Et donc, voilà, on part de là et on voit que la région a véritablement besoin, et à travers tout autre aspect, vous savez tous, hein, les indicateurs, quand on prend les pays de la région au sud du Sahara, et surtout en Haïti, de l'autre côté, vous avez, les indicateurs ne sont pas des plus reluisants du tout. Et si on fait un focus sur la région africaine, sur une autre 3 décennies, donc on voit que en fait les pathologies dont nous souffrons, on a tout fait, mais ont plutôt de regain et quelques-unes ont pu
décroître, mais n'ont pas disparu et d'autres n'ont même pas bougé. Donc, ça fait juste un aperçu. Et quand on prend les urgences, comme nous sommes en situation d'urgence de santé publique en ce moment avec la pandémie de la COVID-19, on voit qu'en Afrique, par exemple, il y a au moins, vous voyez, c'est très impressionnant de savoir qu'on a environ 3 événements de santé publique aigus chaque semaine. Et on a plutôt de faibles capacités avec un système de santé faible sous-jacent pour faire face à cela. En 2018, on a eu environ 162 événements dont principalement le choléra, les maladies hémorragiques virales, la rougeole par exemple. Vous voyez, donc on a plein de situations, mais ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. On travaille sérieusement, mais c'est que en réalité, on va se rendre compte que si c'est comme ça, mais finalement, les gens travaillent. La situation sanitaire ne s'améliore pas. Il faut se poser la question, qui s'occupera alors de la santé de nos populations? Qui allons-nous trouver? Parce que les professionnels de la santé, il y en a, mais allons-nous dire, comme l'ont dit certains auteurs, on en a besoin d'un type nouveau de professionnels de la santé. Et ceux-là, donc, qui vont travailler avec une vision écologique de la santé, c'est-à-dire qui considèrent la santé dans une perspective de ces déterminants sociaux, ayant comme devise donc d'agir systématiquement sur ces déterminants-là. Et c'est peut-être ce qui nous manque, parce que quand on compare les pays où le leitmotiv est de travailler sur la base des déterminants, vous avez un exemple, ce sont les pays scandinaves en Europe, ou bien même le Canada, comme un pays d'Amérique du Nord, pour être proche aussi du côté de Haïti. Et donc, vous voyez, ces pays-là choisissent globalement d'agir sur les déterminants et ont donc un état de santé qui est plus ou moins accepté et reconnu par tous comme les meilleurs. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce qui nous manque alors. Alors, si vous avez dit agir sur les déterminants sociaux de la santé, c'est qu'en réalité, quand on prend notre contexte, la situation de la promotion, c'est ça qu'on appelle promotion de la santé en réalité. Agir sur les déterminants sociaux de la santé égale faire la promotion de la santé. La situation dans ce contexte africain, surtout francophone, n'est pas des moins reluisantes. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas, elle est des moins reluisantes, je veux dire, n'est pas donc. Et puis, en cela, il faut expliquer qu'il y a très peu ou pas de ressources humaines compétentes dans la partie surtout francophone. Et il faut se le dire, la partie francophone africaine, par exemple, n'a pas pratiquement de professionnels formés au niveau diplôme donc de promotion de la santé. Donc, on peut les compter sur les bouts du doigt pratiquement, sinon il n'y en a pratiquement pas un ou deux à la rigueur. Il y a une absence d'institutions aussi de formation dans cette partie qui ne forment pas donc les gens. Vous voyez, on n'a pas d'institution qui, au niveau universitaire maintenant, qui forme les gens à avoir un diplôme en promotion à la santé. Non, même il y a de nos pays, quand vous leur proposez des gens qui ont la promotion à la santé, ils disent non, je veux santé communautaire, je ne veux pas promotion à la santé, ne sachant même pas quelle est la distinction, quel est le point commun, c'est quoi santé communautaire, promotion à la santé. Vous voyez, notre situation est vraiment alarmante. Et il y a une absence donc d'opérationnalisation des différentes résolutions adoptées dans ce domaine-là à l'échelle internationale et que les pays ont accepté. Les pays ont signé toutes les conventions, et les OMD, les ODD, par exemple. Or, il n'est pas possible d'atteindre les ODD sans avoir à agir sur les déterminants. Ce n'est pas possible. Mais les gars ont signé ça, ils n'en savent rien. Et vous savez ce qui s'est passé avec les OMD. On a choisi délibérément de dire que les OMD 4, 5 et 6 qui concernaient la mortalité infantile, maternelle et les grandes épidémies, et c'est ça seulement qui nous concernait. Or, les enfants meurent chez qui? Chez les pauvres. Les femmes, en voulant accoucher, vont mourir chez qui? Chez les pauvres. Et les maladies, ces maladies qui sont les maladies prioritaires dans nos régions, on les a appelées, et à juste titre, les maladies de la pauvreté. Et donc, maintenant, si vous laissez donc de côté ces déterminants, vous savez ce qui s'en est suivi. Aucun pays n'était capable d'atteindre les OMD. Et c'est la même chose maintenant. Il n'y a aucun pays qui pourra, à cette allure-là, atteindre les ODD, parce qu'on ne choisit pas une approche
écologique de la santé pour nos interventions. Alors, donc, c'est pour cette raison-là que se sont joints à l'Université de Parakou un certain nombre de partenaires que nous allons lister tantôt pour créer cette première formation diplômante en promotion de la santé dans la région donc, francophone d'Afrique. Il n'y en a pas ailleurs. OK? Et donc, les institutions partenaires, c'est bien l'Université de Parakou, mais il y a l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, l'Université de Genève, donc en Suisse, et les institutions donc, d'associations, donc réseau de professionnels, c'est le réseau francophone international pour la promotion de la santé, qui est le bras francophone de l'Union internationale pour la promotion de la santé et l'éducation pour la santé, l'UPES, IUHPE, on va dire en anglais, et ils ont une conférence sur une base régulière de 3-4 ans, et la prochaine a lieu l'année prochaine en mai à Montréal, au Canada, en 2022 donc. Et il y a l'agence universitaire francophone, l'AUF, qui soutient et qui apporte donc un soutien très important à cette formation-ci. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? Parce qu'il y a beaucoup qui vont vous dire, dans le monde francophone, en dehors de l'Afrique, qu'ils proposent des formations en promotion de la santé. Mais vous ferez le distinguo quand vous allez voir quels sont les objectifs et le contenu. Et c'est ça qui est très important à faire. Donc ici, la formation que nous proposons, c'est de développer dans le contexte qui est le sien, donc les aptitudes d'un agent catalyseur de développement communautaire. Parce que si vous voulez bien, vous pouvez aller vous former. Il y a des pays en anglophonie et même en francophonie, surtout l'Amérique du Nord, au Canada, vous pouvez vous former en promotion de la santé, mais c'est que vous ne serez pas dans votre contexte. Et je peux vous dire déjà, le coût est très élevé, par exemple. C'est comme un de mes parents qui ont contacté l'Université de Montréal, qui ont dit, mais nous voulons que vous veniez nous assister. On dit, oui, mais voilà, si vous voulez, nous, on peut bien, mais ça va vous coûter cher. Et pendant que vous êtes du Bénin, il y a quelqu'un qui, vraiment, nous, on collabore avec lui. Il est même le président de notre réseau. Et puis, des trucs comme ça, il va vous aider à le faire mieux que nous parce qu'il connaît mieux votre contexte que nous. Vous voyez? Donc, vous avez intérêt donc, à être dans un contexte qui est le vôtre et qui va vous donner les aptitudes qu'il faut, surtout que c'est reconnu au niveau international. Bon, il faut aussi être capable donc, de planifier les activités sur la base de l'analyse des besoins avec les communautés et portant sur les déterminants sociaux des problématiques en cause. Il va être capable de planifier les activités dans une perspective autonomisante des communautés et visant la réduction des inégalités sociales de santé et donc la pérennisation. Autant de choses que nous ne trouvons pas dans nos systèmes sanitaires. Parce que quand vous allez dans les systèmes sanitaires dans notre région, inégalité sociale, ce n'est pas trop ce que les gens savent. Vous voyez, parce que, et à plus forte, c'est quand même normal parce qu'il faut pouvoir agir sur les déterminants si on veut réduire les inégalités sociales. Et donc, comme les déterminants sociaux de la santé ne sont pas donc, accueillis, donc on ne parlera pas des inégalités sociales. On va vous parler dans un autre langage qui n'est pas donc, compatible avec les résultats qu'on souhaite avoir. Il sera capable aussi d'organiser donc, les projets et programmes de santé sur la base de l'action sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, il va avoir une approche purement donc, écologique de la santé à travers les interventions qu'il va vouloir élaborer. Opérer un plaidoyer permanent pour le ralliement de toutes les parties prenantes à l'action sanitaire sur la base des déterminants sociaux de la santé. Parce que il ne s'agit pas de dire, bon, je veux travailler en multipartenariat, mais comment tu les sélectionnes, tes partenaires? C'est sur la base des déterminants des problèmes à régler, ces déterminants étant majoritairement en dehors du secteur de la santé. Il pourra construire un partenariat nécessaire et indispensable avec les communautés et les autres secteurs sanitaires et non sanitaires sur la base des déterminants sociaux de la santé, un élément fondamental aussi. Donc, il sera aussi capable d'évaluer les processus ainsi que les résultats des interventions dans une perspective autonomisante des communautés, influencer la réorganisation du système de santé dans le sens de l'action sur les déterminants sociaux de la santé et l'atteinte des objectifs de santé et de bien-être donc, des populations. Et aussi, il pourra contribuer à mettre la santé dans toutes les politiques publiques afin d'assurer l'action systématique sur les déterminants sociaux de la santé et contribuer à l'évaluation systématique de l'impact sur la santé des projets, programmes des secteurs sanitaires et non sanitaires
Et enfin, il pourra contribuer à la réorientation du système sanitaire pour plus d'efficacité à lever le triple fardeau des maladies transmissibles, non transmissibles et socio-comportementales qui pèsent sur la santé de nos populations dans cette région. Et donc, le dernier sera d'influencer les changements profonds de comportement des populations, des communautés et des groupes et individus à travers les politiques, programmes et pratiques qui portent sur les déterminants donc, de ces comportements. Vous voyez donc une panoplie de déterminants qui sont passés au peigne fin à travers toute cette formation. Alors, comment la formation est-elle organisée? Donc, vous allez voir une organisation en semestre. Mais avant, je vous présente tout de suite un panorama que j'avais présenté le 8 mars dernier à un groupe international, y compris donc une audience internationale de promotion de la santé, y compris quelqu'un que vous pouvez connaître, si vous ne connaissez pas Victoria, mais vous pouvez connaître Michael Marmot, qui est l'auteur de plusieurs livres et articles, et surtout qui a été le directeur des déterminants, de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS et qui a rendu son rapport en 2008. Donc, il était dans l'audience quand je présentais ce panorama rapide pour dire, voilà, c'est le premier master en promotion de la santé qui est dans la région africaine francophone, parce on ne parle pas de la zone anglophone qui est un peu plus en avance sur nous et qui est organisée donc en collaboration avec un certain nombre d'institutions. La durée, c'est 4 semestres avec 120 crédits. Il y a au moins 2 stages à avoir et en première année, un stage et en fin de session, il y a un stage débouchant sur un mémoire à rédiger. Et on a commencé la version distancielle en 2020 et on a à bord actuellement 97 étudiants après que 218 se sont inscrits et de 25 pays, mais les 97 sont de 17 pays dont bon, vous avez la liste. Et puis, le contenu de la formation. Donc, ici, il faut le savoir. Je vais aller en détail tout à l'heure, parce que quand nous disons promotion de la santé, c'est un master de santé publique. Et attention, parce que en francophonie, il y a un langage, les gens vont vous parler de master professionnel, master de recherche. Bon, dans le contexte nord-américain et anglo-saxon, ce n'est pas quelque chose qui est connu, ça, parce que c'est pour ça que j'insiste sur la partie tronc commun où nous avons donc, par exemple, les biostatistiques, l'épidémiologie et la méthodologie de la recherche, la recherche quantitative, qualitative. Donc, on fait tout ça et donc ne me dites pas après que c'est un master professionnel. Non, vous pouvez directement vous passer à ce qu'on appelle une étude ou des études doctorales avec un PhD, il n'y a aucun problème. D'autant plus que c'est ce que moi-même j'ai suivi et on ne m'a pas appelé ça un master professionnel. Directement, je suis passé parce que vous avez tout ce qu'on appelle les unités d'enseignement méthodologiques qui sont déjà dedans. Et à part cela, donc, nous avons à insister sur les déterminants sociaux de la santé, les inégalités sociales de santé, la santé dans toutes les politiques. C'est ça qui est Health in All Policies en anglais et l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, Health Impact Assessment en anglais, et les approches et méthodes en promotion de la santé, les approches des milieux, settings approaches. Et vous avez la promotion de la santé et donc les politiques et les stratégies de promotion de la santé, les principes et valeurs de promotion de la santé. On a la promotion de la santé et le contrôle de la maladie, la promotion de la santé mentale, le développement communautaire, etc. Vous voyez, autant d'éléments que si vous n'avez pas dans un programme de promotion de la santé, non, ça ne peut pas être validé comme étant promotion de la santé. Alors, le staff que nous avons pour former les gens sont du Bénin, du Sénégal, de la Suisse et du Québec, naturellement. Et donc, voilà un peu, on a lancé la deuxième cohorte depuis le 8 mars dernier. Et donc, le détail de
du canevas, donc de la formation. Ça, c'est juste pour vous montrer les unités d'enseignement pour la formation, donc qui sont les unités fondamentales. Et vous avez, comme ce que je venais de lister, dont on les a classées, les unités, vous voyez, méthodologiques. Donc, biostatistique, études, épidémiologie, référence bibliothèque et recherche pour la santé. Donc, quand vous avez fait ça, que quelqu'un ne vous dise pas après que non, c'est un master professionnel, ça n'a pas d'allure, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et de l'autre côté, vous avez les yeux de spécialité. Donc, à partir de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, vous allez voir, c'est comme ça. Et puis, donc, la culture générale, donc il y a des éléments. C'est comme ça que c'est dit qu'on doit composer donc nécessairement les programmes d'enseignement dans un système LMD. Donc la deuxième année, vous avez la suite donc de fondamentales, méthodologiques, encore vous voyez, et donc de spécialités et puis culture générale. Donc ça couvre les 4 semestres et à chaque année, donc vous avez 2 semestres, soit au total 60 crédits. Donc ça fait les 2 ans, 120 crédits. Alors, les objectifs d'apprentissage et le contenu, bon, vous sont livrés à chaque unité d'enseignement ou à chaque élément constitutif d'unité d'enseignement. Donc, on ne va pas insister sur ça ici maintenant. Alors, le profil des apprenants, quand nous avons les apprenants qu'on peut accepter. Donc, c'est que le minimum, c'est qu'il faut avoir un bac plus 4 dans l'ancienne formule ou une licence dans le système LMD et 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, peuvent postuler à l'inscription lorsqu'ils remplissent les conditions comme ce que nous avons listé ici. Et il y a des cas particuliers peut-être qu'on peut étudier pour un certain nombre de faits. Donc, celui qui a un bac plus 3, donc une licence en promotion à la santé, par exemple, avec 2 ans d'expérience d'emblée est accepté. Le professionnel donc de la santé, par exemple, qui est médecin, sociologue médical ou assistant médical, anthropologue médical, psychologue, un pharmacien, dentiste, etc. Donc, peut s'inscrire. Les nutritionnistes, que ce soit la nutrition clinique ou public ou bien un diététicien peut s'inscrire. Les techniciens supérieurs en environnement ou maîtrise des sciences en géographie et ou en urbanisme peuvent s'inscrire. Les économistes de la santé et épidémiologistes et toute autre spécialité connaissent de la santé publique peuvent s'inscrire en promotion de la santé. Les techniciens supérieurs, soit en éducation, en analyse biomédicale ou autre diplôme supérieur en sciences sociales, peuvent s'inscrire, aucun problème. Donc, vous avez les sociologues, tout comme on a dit là, il n'y a pas de problème. Alors, par rapport aux enseignants, aux intervenants, on a généralement au niveau master, donc des enseignants de rang magistral, maîtres de conférence, les professeurs titulaires, et avec une compétence soit en promotion de la santé, soit en santé publique, soit en épidémio, soit en anthropologie médicale, etc. Vous imaginez. Et, ou alors, nous avons des professionnels, donc des techniciens, qui ont leur PhD en promotion de la santé, ou en santé publique, ou en épidémiologie, ou toute autre discipline connaissent à la promotion de la santé avec des compétences de pédagogie et qui peuvent venir donc enseigner. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc, nous avons des praticiens de terrain aussi ayant une compétence en promotion de la santé ou en lien précis avec une unité d'enseignement avec des compétences pédagogiques. Donc, ce sont là les intervenants que nous avons en général. Alors, pour conclure, c'est que nous avons mis en place un dispositif qui répond à un besoin très spécifique de ressources humaines compétentes, donc en promotion de la santé, dans la perspective de l'atteinte des objectifs d'amélioration de la santé dans la région. Et ce qui est sûr, on ne saurait améliorer la santé d'une population sans agir sur les déterminants. Et donc, comme on n'a pas de gens compétents, on comprend pourquoi nos programmes ne sont pas orientés vers une perspective d'action donc, sur ces déterminants. Et donc, c'est ce que nous voulons régler ce problème-là et proposer donc, dans un cadre approprié pour apporter des éléments nécessaires en termes de coût-efficacité, parce que vous serez très bien formé, mais à moindre coût, parce que si vous êtes, je vous souffle, par exemple au Canada, vous devez prévoir 20 000 $ par an pour faire un master. Donc, pour les 2 ans, il faut voir. Et si vous n'avez pas ça, il y avait un ambassadeur qui est venu, quand moi j'étais à l'étranger, pour nous dire comment le Canada accorde-t-il le visa
aux étudiants. Donc, ce n'est pas simple. Même il y a un étudiant hier qui m'appelait, qui aurait souhaité aller étudier là-bas. On l'a admis, mais il n'a pas pu avoir le visa parce que tu dois justifier. Et les gars là ne sont pas dupes, quoi. Donc, ils veulent savoir si sur les 2 ans, tu as des sources pour te donner vraiment donc, de l'argent pour faire cette formation-là. Donc, pour la mise donc, sur le marché d'un professionnel de type nouveau, capable de faire face aux défis nombreux que nous avons au XXIe siècle et qui sont tels que si vous continuez pas à faire la médecine de nos parents, vous ne pouvez pas arriver à donner de résultats. Voilà rapidement ce que je voudrais vous dire en introduction et attendre vos questions pour davantage d'éclairage. Merci beaucoup. Merci, David. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse... Ah oui, voilà. Super. Est-ce que c'est possible de fermer le micro, les personnes? Je vais vous indiquer, en fait, je vais commencer par les questions qu'il y a déjà dans la boîte de discussion. Et après, je vais vous nommer si vous avez levé la main pour attribuer les tours de parole. Donc, dans la boîte de discussion, il y a 2 personnes qui demandent si, David, tu as des exemples de doctorats auxquels les gens peuvent s'inscrire après avoir complété la formation du master. Oui, si vous voulez, je peux aller aux questions tout de suite au fur et à mesure. Hein. Bon, doctorat, il n'y a aucun problème. Si vous avez le master, vous allez directement au doctorat. Moi-même, je suis déjà un exemple typique. J'ai fait mon master en promotion de la santé. Aussitôt, je me suis inscrit au doctorat. Et le programme que je fais est validé selon le contexte international. Donc, si vous pouvez chercher sur Internet ce qu'on appelle Galway Consensus. Il y a des publications là-dessus qui montrent le canevas que doit suivre une formation en promotion de la santé. Donc, vous l'avez et directement, vous passez au doctorat. La preuve, c'est que je vous disais, il y a même quelqu'un qui a fait ici, en présentiel, qui s'est inscrit au Canada, il a été accepté. C'est au niveau du visa maintenant qu'il a été bloqué. Il n'a pas pu faire la preuve de... Donc, c'est ça, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est déjà fait. Et on ne vous dira pas, dans le système nord-américain, par exemple, on ne vous dira pas que c'est un master. Non, parce que quand tu vois le programme là, tu sais que le gars, il est équipé et il peut faire directement. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Hein? OK? Merci. Il y a quelqu'un qui demande si une licence professionnelle en sciences infirmières permet d'accéder à la formation du master. Mais oui, tout à fait, parce que vous avez une licence. Si c'était avant ou dans certains pays encore, on forme des infirmiers au niveau BEPC, là, vous ne pouvez pas avoir accès directement. Mais si vous justifiez que votre niveau est licence, et tout à fait, vous êtes accepté et il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Oui, OK, super. Je pense que le doctorat, c'était quelque chose qui préoccupait plusieurs personnes. Donc, merci d'avoir répondu à cette question-là. Il n'y a pas de problème, oui. Est-ce que ce sera possible de partager les diapositives de la présentation par la suite? Parce que nous, on va déjà partager l'enregistrement à toutes les personnes qui se sont inscrites pour la séance d'aujourd'hui, mais est-ce que ce sera... tu acceptes de nous partager les diapositives aussi? Bon, il n'y a pas de problème. Je vais voir dans quelle mesure cela est possible. Il n'y a aucun problème. OK. Oui. Merci. Je passerai la parole à Dr Mazid qui a levé la main. Merci, Madame Sarah. Bonjour à professeur David et à tout le monde. C'est vrai que moi, je vous ai pris en cours de route, mais comme toujours, j'ai aimé la présentation de professeur Beto. Mais pourquoi je voudrais prendre la parole ce soir? C'est pour vous dire qu'il y a de cela 1 heure que j'ai quitté, que je suis sorti d'un atelier, comment dirais-je, de 3 jours, et dans lequel on parlait plutôt de... permettez-moi rapidement, je viens. Et dans lequel on parlait, on nous a invités à l'atelier de finalisation du plan stratégique national de la promotion de la santé. Et c'est dans une préfecture située à 50 km de Conakry, pour ceux qui le connaissent. Et depuis le 17, on était là-bas. C'est aujourd'hui qu'on a fini à 16 heures. Donc, depuis que j'ai reçu le mail, j'ai vu sa part de la promotion de la santé et que je suis auditeur
à la promotion de la santé à l'université de Parakou, j'étais très ému parce que je me suis posé beaucoup de questions pendant la formation. J'ai dit, est-ce qu'on a la chance de créer un service de ce genre-là en Guinée? Donc, heureusement, le 16 août en 2018, là, donc, il y a eu un décret présidentiel portant la création de ce service-là. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Et la prochaine étape, c'est la mise en œuvre. Donc, on était avec beaucoup de partenaires. Donc, ça, je me posais la question à quelle opportunité, comment j'allais dire ça à Professeur Veto. Donc, je suis ému à jamais. Je suis très ému. Donc, merci encore une fois et nous continuons à vous suivre. Merci. OK, merci beaucoup, cher Mazid. OK, on est ensemble. Merci. Oui, est-ce que comment vont se dérouler les stages et la soutenance de fin de formation? OK. Les stages, Mazid peut vous donner clarification à cela. Les stages se font dans chaque milieu où se trouve l'apprenant. Donc, vous êtes dans votre pays, vous avez la possibilité de choisir un lieu de stage et ici, l'école se met en contact pour appuyer votre demande et vous faites le stage qui dure pour la première année 6 semaines et avec des objectifs, des thèmes de référence bien clairs et on vous suit. Donc, on est tout le temps à votre disposition, mais toutes les 2 semaines, vous recevez un message pour dire voilà comment ça se passe, est-ce que vous avez des difficultés et entre-temps, on est aussi en contact avec donc, la structure qui vous a accueilli pour voir s'il y a des difficultés auxquelles on peut donc apporter des contributions. Voilà, ça se passe comme ça. La soutenance, comme la formation est entièrement en ligne, la soutenance aussi se fait en ligne. Donc, vous avez un jury devant lequel vous allez présenter votre mémoire et tout ça se fera en ligne. Vous imaginez, aucun problème actuellement. Vous voyez, les conférences par le passé, on ne pouvait pas les faire comme ceci, mais vous êtes une cinquantaine connectés actuellement et on essaye de travailler et chacun peut prendre la parole. Voilà, donc c'est de la même façon que vous allez présenter votre mémoire et il y a des juges qui pourraient être dans plusieurs pays aussi connectés pour vous juger. Donc, ça, aucun problème. Merci. Madame Sarah, s'il vous plaît. Madame Sarah, s'il vous plaît. Oui, je vais juste y aller en fonction des gens qui ont levé la main. Donc, je passerai la parole à M. Bruno Tossou. Pour la parole, juste lever la main, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, docteur, cette brillante présentation. C'est bien vrai, nous sommes intéressés par le programme, c'est bien, mais c'est qu'il y a eu des difficultés au niveau de la candidature, surtout à mon niveau. Au premier abord, j'ai enregistré le formulaire où on m'a envoyé les identifiés. Par après tout, pour modifier la candidature, ces identifiants ne passent pas jusqu'à 16 jours. Donc, je voulais savoir si possible qu'on puisse l'enregistrer doublement. Comme j'ai été déjà identifié, si je le fais à nouveau, est-ce qu'on le prendra en compte? OK. Donc, c'était ma préoccupation. OK, parfait. En réalité, bon, on comprend bien ces difficultés-là parce qu'on n'est pas toujours habitué à ce fonctionnement-là. On n'y était pas habitué, donc c'est normal. Sinon, vous recevez les identifiants dans un premier temps, il faut les changer aussitôt pour des mots de passe qui vous sont propres et un login qui vous sera propre. Sinon, vous avez des difficultés à revenir. Mais maintenant, si vous êtes déjà inscrit et que votre nom est sur la plateforme, jusqu'à cela ne tienne, vous pouvez directement envoyer le complément de vos dossiers par mail à mon adresse. Il n'y a pas, je transmets ça et je mets sur la plateforme. OK, il n'y a pas de problème. OK? Sinon, il y a beaucoup qui ont eu ce problème-là. Okay. On essaye de leur trouver d'autres identifiants. Ils ont toujours des problèmes. Donc, et ça, c'est pour ça que avant que la formation ne démarre, on a une séance avec les auditeurs pour leur expliquer comment utiliser les plateformes, tout ça là. On fait des séances comme ça avant de démarrer parce que beaucoup ne sont pas habitués à ça. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez, si vous arrivez à vous inscrire déjà sur la plateforme, parce que sans la plateforme, on ne peut pas recevoir votre candidature. Donc, si vous avez pu vous inscrire, vous envoyez les dossiers à mon adresse, il n'y a aucun problème. C'est bon? OK. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Merci. Okay.
Je vais prendre une question dans le chat concernant les bourses. Donc, les personnes qui ne reçoivent, comment ça fonctionne en fait pour les bourses? Voilà. Les bourses, en fait, c'est l'AUF qui attribue des bourses, mais il faut le dire, ce sont des demi-bourses que l'AUF va accorder avec une enveloppe bien limitée, vous voyez. Donc, l'enveloppe est limitée et quand vous devez avoir la chance d'être éligible, c'est que vous avez soumis d'un coup à la date de clôture un dossier complet. Si on doit vous revenir pour dire oui, on a étudié votre candidature, il faut compléter ci et ça, vous n'êtes pas éligible à ce que l'université va envoyer à l'AUF. Non, vous ne pourrez pas être éligible. Donc, nous, on sélectionne les gens qui ont les dossiers complets, on envoie à l'AUF. C'est l'AUF qui choisit le nombre qu'il a à sa disposition pour les demi-bourses. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Bon, voilà. Donc, si les personnes qui ne reçoivent pas de bourse doivent payer la totalité de la formation. Tout à fait, oui. Docteur Mazid, à vous la parole. Ok, je reviens. Je ne sais pas si c'est le moment indiqué à Proserveto. C'est par rapport au SAG. Bonsoir, s'il vous plaît. Juste lever la main si vous désirez la parole, puis voilà. Je disais, c'est par rapport au SAG là, et je sais que j'ai adressé un mail à Proserveto quand j'étais parti pour déposer ma demande pour le SAG là. En fait, j'ai déposé le dossier pour être accepté pour le SAG. Mais le dossier est dans les circuits. À chaque fois que j'appelle le patron, soit il ne décroche pas, il ne réagit pas aux SMS. Le jour où il décroche, ou bien toutes les fois qu'il décroche, il dit ah, je vais vous rappeler, bien attendez, ça y est, c'est dans le circuit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça. Ok, Mazid, on a un autre créneau pour parler de ces choses-là, donc il n'y a pas de problème, vous me revoyez et puis on va en parler à fond et il n'y a pas de problème. Ok, c'est très bien. Oui. Merci. Maintenant, Germaine. Je ne vois pas le dernier nom, désolée. À vous la parole. Vous m'entendez? Oui. OK. Merci, merci pour ça, pour la présentation. Moi, j'ai un souci. La reconnaissance du diplôme, ça se fait comment? Parce que j'ai fait un master en ligne avec l'AUF et l'Université Senghor. Ici, au Cameroun, on me demande l'équivalence. J'ai écrit à l'AUF, à l'Université Senghor. Je n'ai toujours pas reçu de réponse par rapport à l'équivalence. Alors, je voudrais savoir si on n'aura pas ces problèmes avec ce master en ligne avec l'université, ce master en santé, promotion de la santé, si on n'aura pas de problème d'équivalence qu'on demande dans nos pays. Merci. Non, non. En fait, vous ne vous y êtes pas pris de la bonne manière peut-être. Parce que l'équivalence, ce n'est pas l'université qui vous donne ça. L'université vous a donné le diplôme et quand c'est l'université Senghor, c'est que votre pays est membre de la francophonie. L'université Senghor, c'est une université de la francophonie. Moi qui vous parle, j'ai eu mon premier master en nutrition publique à l'université Senghor. Je me suis rendu sur place à Alexandrie. J'ai fait 2 ans, bien tassé, et avec un stage d'ailleurs à Montréal. Donc, quand je suis rentré, j'ai déposé mon diplôme dans mon pays. Le pays, il y a ce qu'on appelle d'abord, ils veulent savoir si vous avez effectivement fait cette université-là. Donc, ça, c'est une première étape. Donc, ils arrivent à le faire d'abord. Et quand ils font ça, donc, ils font la reconnaissance. Et après, ils vous donnent maintenant l'équivalence. Donc, c'est votre pays qui va donner l'équivalence, ce n'est pas l'Université Senghor. Et ce n'est même pas à vous, normalement, d'écrire à l'Université Senghor, mais c'est plutôt l'Institution nationale de l'éducation qui prend contact avec l'université. Cette dame-là m'a dit avoir fait là-bas. Est-ce que c'est vrai? Donc, ils vont avoir la reconnaissance que oui, et puis ils ont leur méthode de travail, et puis finalement, votre ministère de l'Éducation va vous délivrer alors l'équivalent. Moi, j'ai fait plusieurs diplômes à l'étranger. Quand je suis revenu, j'ai dû faire cette procédure-là et j'ai reçu toutes mes équivalences. Vous voyez, justement, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de notre pays qui doit me donner
cette équivalence-là. Mais le ministère n'a pas encore reçu. Ça fait 2 ans que le ministère a écrit à l'Université Senghor et qui n'a pas répondu. En fait, non, c'est à vous de voir. Vous pouvez dire là où vous avez fait, parce que bon, si vous avez fait, vous connaissez le département qui vous a suivi, vous écrivez et puis ça se fait. Par exemple, moi, j'ai fait d'autres universités, j'ai fait la Belgique. Quand j'ai envoyé, déposé ici, j'avais besoin de ça en urgence. J'ai écrit à mon patron qui immédiatement même m'a signé et a envoyé ça, une copie à moi-même. Donc, ça se passe, il n'y a aucun problème. Donc, l'équivalence, tant que votre diplôme n'a pas été obtenu chez vous, on veut d'abord voir l'authentification. Donc, ils vont faire l'authentification et vous donner l'équivalence. Et ça, il y a des communications qui vont se faire entre votre université à l'étranger et le ministère. Et vous pouvez servir de courroie de transmission. Si vous avez été là-bas, vous contactez les gens. Moi, j'ai fait Senghor. J'appelle aujourd'hui même, il y a plus de combien d'années j'ai fait là. Quand j'appelle aujourd'hui, d'ailleurs, si quelqu'un passe à l'université Senghor, comme on met la liste des majors de promotion est affichée là-bas, vous allez voir ma photo. Et donc, quand j'écris aujourd'hui, quelle que soit l'administration qui est là, on ne peut pas ne pas me répondre. Donc, c'est à vous de jouer ce rôle-là maintenant. Et puis, donc, justement, c'est pour ça que je me plains parce que je joue ce rôle et on ne répond pas. En fait, non, bon, je ne sais pas. Là, je ne peux pas expliquer parce que normalement, on doit vous répondre. Donc, ce n'est pas le cas ici parce que ici, on demande l'équivalence. D'abord, l'authentification. Nous, on a un système en place qui répond tout de suite et il n'y a aucun problème. OK, madame. Donc, vous êtes bienvenue. Pas de souci. Merci. À quel moment est-ce que les candidats retenus vont savoir que leur candidature est retenue et à quel moment ils doivent payer? À peu près quel moment, juste pour donner une idée? OK. On clôture le 27 juin. C'est 2 semaines après, normalement, on doit, nous, envoyer les résultats sélectionnés, donc les résultats de la sélection à l'AUF 2 semaines généralement. Donc, ça veut dire début juillet. Et l'AUF donc fait la vérification et dépose sur la plateforme. Et les gens sont informés. Donc, vous allez retourner sur la plateforme 2 semaines environ. Si on doit reporter, on vous le dit, il n'y a aucun problème. OK? Donc, ce sera en juillet et ensuite, la formation commence en octobre, c'est ça? En octobre. Et l'inscription donc commence aussitôt après. Généralement, c'est le mois d'août et septembre, il faut finaliser les inscriptions. Et les paiements, je peux vous le dire en même temps, les paiements se font directement dans vos pays. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ça quelque part. C'est à quelques rares exceptions que vous allez payer directement sur l'université de Parakou, mais pas transfert bancaire tout le temps. Sinon, il y a des centres, des campus numériques dans la plupart de nos pays et c'est dans ces campus numériques-là que vous allez pour les inscriptions, pour valider votre inscription et payer en ligne. Vous les appelez, vous n'avez peut-être pas besoin souvent de vous déplacer non plus. OK? Voilà. Merci. Je passerai la parole à monsieur ou madame Ougni-In, s'il vous plaît. Oui, il vaut mieux dire rock. Là, tu n'étais... mais je ne pouvais pas lire la suite du nom, je m'excuse. Ah, OK, d'accord. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci au docteur Cueto pour cette présentation claire et précise. Une ou deux questions, s'il vous plaît. Comment arrivez-vous à contextualiser le processus d'apprentissage? Surtout que vous évoquez le concept de communauté et nous savons que les communautés sont très diversifiées. Comment arrivez-vous à contextualiser ce processus pour avoir l'impact souhaité sur le système de santé? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième, la version distancielle, comment arrivez-vous à gérer la dimension pragmatique terrain de la formation lorsque c'est pas visuel que tout le monde pourra avoir? En fait, c'est une formation distancielle, comment arrivez-vous à gérer les aspects pragmatiques, les aspects style, les aspects terrain? Oui. Et enfin, au niveau national, quelles sont les ressources humaines que vous arrivez à mobiliser? Est-ce que tous les formateurs viennent de l'extérieur? Est-ce qu'au niveau du pays même, vous arrivez à solliciter quelques ressources humaines? Voilà. OK. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Pour les auditeurs, c'est pour peut-être vous dire que le professeur Roch Ougni-In
socio-anthropologue. Il s'intéresse même, il est spécialisé en anthropologie médicale et donc à l'université d'Abomey-Calavi. D'accord, parfait. Alors, d'abord, si je commence par les ressources humaines mobilisées, et comme je l'ai mentionné là dans la présentation, actuellement, on a des formateurs qui viennent soit de la Suisse, du Québec, du Sénégal et du Bénin. Donc, comme c'est en ligne, le point ne se pose pas. On a déjà eu beaucoup de gens donc, qui, du Canada, ont donné leur enseignement. Et bon, il y a des auditeurs de la première session en ligne qui sont là et qui peuvent témoigner de cela. Donc là, il n'y a aucun problème. Bon, et par la suite même, bon, c'est parce que nous sommes confrontés à un problème actuellement de la compétence en anglais de nos auditeurs. Sinon, il y a beaucoup d'enseignants en anglophonie qui sont très excités par ce programme et qui voudraient bien intervenir. Donc, voilà ce qu'on fait. Au niveau national, nous avons pour la santé publique la partie fondamentale. Ça, on a partout. Hein. Vous avez les épidémiologistes, on en a partout. Et donc, on n'en a pas besoin d'en prendre ailleurs. Mais c'est au niveau de la spécialité de promotion de la santé. Comme il n'y en a pas dans notre région, donc ça, on fait appel à d'autres qui vont venir en dehors de moi-même. Et donc, on fait appel à beaucoup d'autres. Voilà un peu comment on gère cet aspect-là. Et donc, toutes les ressources humaines, et vous pouvez vous en assurer. Donc, si on a une ressource humaine vraiment qui est au point par rapport à ça. L'aspect terrain, par exemple, en termes de stage. Donc, nous étudions avec chaque auditeur. La particularité de la promotion à la santé est que vous pouvez faire vos stages, par exemple, de terrain dans n'importe quelle entreprise, sachant que toute entreprise donc, est de nature à contribuer à la santé. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et nos étudiants ne vont pas donc que uniquement dans les systèmes sanitaires ou les structures de santé. Non, jamais. Parce que la santé est donnée à plus de 90% par les autres secteurs non sanitaires. Donc, plutôt, les gens sont bien à l'aise pour aller faire leur stage et de voir quelle est la vision de ces entreprises-là et de leur contribution à la santé à travers, même vous allez dans un atelier de menuiserie, vous voyez, il faut s'assurer que le menuisier sait qu'il est aussi un agent de santé. Parce que s'il conçoit des meubles qui ne sont pas de nature à protéger ou à accompagner la santé de l'utilisateur, ça va être catastrophique. Donc, on n'a pas du tout de problème par rapport à la contextualisation de ces choses. Maintenant, au niveau de l'enseignement, on a suffisamment d'exemples. Vous prenez par exemple le docteur Diallo Tieno du Québec qui a donné un enseignement sur l'évaluation des pas sur la santé. Tellement il a donné aux étudiants, je ne vais pas parler de moi-même, vous voyez, non? Il a donné des exemples, donc des cas, des études de cas aux étudiants que quand ils ont fini, ils savent vraiment comment organiser désormais ce qu'on va appeler l'évaluation d'impact sur la santé. Parce qu'il faut des questions pratiques par rapport à ça. Donc, il n'y a pas du tout de problème. Et aujourd'hui, les formations à distance sont organisé de telle sorte que les étudiants ont beaucoup de travaux à faire qui demandent d'aller chercher et d'utiliser les exemples contextualisés pour donc répondre aux questions. Donc, voilà un peu comment ça se passe. C'est plutôt merveilleux, quoi, la façon dont ça se passe. OK. OK. Merci. Maintenant, Afil, à vous la parole. Afil, est-ce que vous avez entendu? Bon, votre micro est éteint. Sinon, on pourra y revenir. Oui, je vais passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, Monsieur Maurice, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, trois petites questions. La première, c'est que lorsqu'on est en train de déposer les dossiers en ligne, c'est pas que quelqu'un peut modifier chaque jour son dossier jusqu'à la date prévue. Est-ce que si jamais quelqu'un terminait son dossier avant la fin,
comment le jury saura que le candidat est déjà prêt, il peut parler de dossier? Ça, c'est la première question. Oui. Je n'ai pas bien suivi, mais c'est pour savoir si vous avez pu... Pour savoir si vous avez pu... Éteignez votre micro, si... fermez votre micro. Si... Fermez votre micro. Bon, je veux dire ceci, hein. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, je veux dire ceci. OK. Ma question est de savoir, pendant qu'on dépose les dossiers en ligne, c'est dit qu'on peut modifier chaque fois si on a besoin des éléments du dossier. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous attendrez seulement que le butoir arrive pour que vous déployiez et analysez le dossier, ou vous pouvez analyser le dossier si un candidat est déjà prêt avec son dossier analysé avant la fin de la date de dépôt? C'est ça ma question, la première question. OK, non, ce n'est pas possible comme ça, parce que c'est une commission qui étudie les dossiers. Donc, quand la date butoir est arrivée, on rassemble tous les dossiers, parce qu'il y a des gens qui sont commis à la tâche d'aller collecter les dossiers au jour le jour. Donc, si quelqu'un a fini, on le sait. Et si vous déposez une première fois, on vous notifie qu'il faut faire tout pour compléter votre dossier dans un délai. Donc, celui qui a fini, il patiente jusqu'à la date butoir pour que la commission, parce que ce n'est pas un individu qui étudie les dossiers, c'est une commission qui est mise en place et qui étudie les dossiers. Et dans l'intervalle de 2 semaines après la date de clôture, vous avez les résultats qui sont affichés avec la spécification. Si vous avez besoin de compléter votre dossier ou pas, si votre dossier est accepté ou si c'est rejeté, on vous explique pourquoi, etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, généralement. Merci. Oui. Je passe à la question. La deuxième question, c'est que est-ce que les épreuves entre les écoles, les sections, c'est passé en ligne comme on le fait ici, ou on sera obligé de se rendre dans un campus francophone, par exemple? Je ne sais pas. C'est la deuxième question. La formation est entièrement en ligne. Même je Alors, vous disais... Oui, c'est bon. La formation est entièrement en ligne. Et donc, vous aurez... Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et puis, je suis en train de répondre déjà d'ailleurs. Vous n'avez pas une bonne connexion, certainement. Vous voyez. Allô? Je vous invite à peut-être inscrire la question dans le chat puisqu'on a de la difficulté et on va vous répondre, à bien comprendre. Parce que dans la boîte de discussion, ça sera plus simple. Okay. Merci. Bon, d'ailleurs, si je reviens à la boîte de discussion, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des documents à payer lors de l'inscription. Est-ce qu'il y a des coûts à défrayer pour s'inscrire? Non, l'inscription, le coût de la formation et que vous devez payer avant de démarrer, c'est inscrit, c'est 1 000 € que vous payez. C'est l'AUF qui a stabilisé les prix à ce niveau-là pour que ça ne décide. Non, normalement, ce que nous on faisait, on était obligé alors de redescendre. Donc, le coût par année, donc c'est 1 000 € que vous payez et vous devez le payer avant la rentrée. Donc, si j'ai bien compris la question. Maintenant, il y a de la documentation. Vous devez prévoir un budget pour acheter des documents. Et ça, c'est vous qui gérez ça. Personne ne vous prend ça. On va vous indiquer les documents au passage que vous avez peut-être à acheter pour vous faciliter l'apprentissage, des trucs comme ça. C'est vous-même qui gardez ces documents-là. Et ces sous-là pour gérer à votre convenance. Et donc, voilà. Mais s'il y a un ordre de budget à prévoir, c'est pour les 2 ans, prévoir environ un minimum de 1 000 € pour les 2 ans pour l'achat de documents et des livres, surtout
bon, c'est moins maintenant parce que vous avez la possibilité d'avoir des documents en accès libre et même des livres en accès libre, mais c'est que c'est en anglais. Et c'est tout le problème, ça. OK, voilà. Puis, c'est ça. En fait, la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a des documents pour l'inscription à payer ou non? Le seul paiement qu'il y a à faire, c'est une fois que les gens sont admis. Non, non, il n'y a pas autre coût à défrayer. Non, vous payez votre inscription, c'est fini. Le reste, on vous donne les documents, tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'autres. Non, c'est ça. Okay. Merci. Puis, toujours concernant le paiement, est-ce que les gens peuvent payer dans leur propre devise sur place, dans leur pays? Oui, oui, parce que si vous êtes en Haïti, vous pouvez payer en good à votre banque qui est là, elle ne prendra que peut-être ça. Elle va vous dire, voilà, 1 000 € en good, ça fait ceci, et vous donnez. Pour les gens qui sont dans la zone CFA, c'est que on vous dira que voilà, les 1 000 € font peut-être quelque chose de 657 55 997 ou 57, et vous payez, et on enregistre, et puis c'est tout, parce que c'est localement que vous allez payer. Je vois qu'il y a une question là. Non, l'AUF n'accepte pas le paiement en tranches. C'est une seule fois que vous payez et avant le démarrage. L'AUF n'accepte pas. Merci. Si on revient plus au contenu, il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre la maîtrise en promotion de la santé et une maîtrise en santé publique. Oui, une maîtrise en santé publique, tout court, vous avez une maîtrise, disons, qu'on appelle généraliste. Parce qu'en santé publique, vous devez savoir, il y a plusieurs spécialités avec un tronc commun que vous avez, parce que ici aussi, c'est un master en santé publique, mais à concentration, promotion de la santé, on dit option santé publique. On dit santé publique, option promotion de la santé, santé publique, option économie de la santé, santé publique, option. Donc, il y a plein, vous voyez. Donc, moi, je vous conseillerais de ne plus faire au 21e siècle un master santé publique tout court. Non, ça, c'est un peu vague. Vous voyez, il vaut mieux avoir une option et ça, vous avez plein. Option organisation et gestion des systèmes de santé. Option, il y a plein. Nutrition publique, plein, tout ce que vous voulez. Mais ne faites plus des trucs qu'on appelle santé publique tout court. Ce n'est pas trop, ça ne laisse pas de compétences particulières. On ne va pas vous chercher désormais pour santé publique tout court, mais on veut une concentration. Vous voyez, voilà. En ce qui concerne l'employabilité, dans quel genre d'endroit est-ce qu'on peut travailler après avoir complété le master? Voilà. Vous avez un master en promotion de la santé, pour autant que nos systèmes sanitaires seront en train d'évoluer et que les perspectives donc d'ouverture de la santé soient connues, vous avez toute une panoplie de possibilités de travail. Je ne vais pas commencer, j'oublie complètement le système sanitaire, mais en réalité, dans les pays où ça marche, vous avez en fait le professionnel de promotion de la santé va être utilisé par les collectivités locales. Dans les mairies, les municipalités, donc, on a besoin de professionnels de promotion de la santé pour, par exemple, mettre en forme et exécuter les éléments fondamentaux qui contribuent à la santé, dont l'acte de naissance, l'installation donc de la population. Vous voyez comment l'organisation de l'autorisation de construire permis d'habiter et dans donc le plan d'urbanisation d'un pays, d'une ville, et donc etc. Donc vous êtes dans les municipalités, vous pouvez travailler partout donc dans le secteur, dans les ministères donnés. Pour, par exemple, le ministère du Commerce a besoin de quelqu'un qui a fait la promotion de la santé pour montrer que les pays, les produits à l'exportation et à l'importation ne constituent pas un problème pour le citoyen, par exemple. Vous importez des produits, est-ce que c'est de nature à donner la santé à la population? Quelles sont les tâches qu'on va donc appliquer? Donc, ça veut dire qu'il peut travailler même au ministère des Finances pour montrer que, au lieu de taxer, par exemple, le vin, on peut taxer les spiritueux plus que le vin, et etc., etc. Vous voyez, donc
tous les secteurs, à l'agronomie, le ministère de l'Agriculture. Donc, il y a partout. Maintenant, quand je viens au système sanitaire, ben, c'est quelqu'un qui va travailler au niveau des ministères, au niveau des départements, au niveau des zones, des districts sanitaires. On a besoin de quelqu'un qui a fait la promotion de la santé et qui va superviser les gens qui seront au niveau communautaire, du niveau licence en promotion de la santé. Il y a plein. Donc, comme ça se fait un peu partout. J'ai une liste que je peux vous balancer en son temps. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la fin de la formation, par quelle institution est signé le diplôme, est délivré le diplôme? Pardon? Quelle est l'institution qui délivre le diplôme à la fin de la formation? C'est l'Université de Parakou? C'est l'Université de Parakou qui est en mesure de délivrer le diplôme. C'est pourquoi il a organisé la formation et qui est membre du CAMES. Et donc, il n'y a aucun problème. Parce que le spécialiste qui est capable de donner la formation est à l'Université de Parakou. L'Université de Parakou est donc celui qui délivre avec donc la collaboration. Sur le diplôme, on met que c'est en collaboration avec, mais c'est l'Université de Parakou qui signe. Je crois que c'est même la meilleure des choses que vous puissiez avoir parce qu'elle est reconnue en tant que telle à l'échelle internationale comme une université capable de former dans cette matière-là, dans cette filière-là. Et donc, vous serez heureux même que votre diplôme soit signé par l'Université de Parakou. Merci. Donc, juste pour rappeler, le master dure 2 ans. Il y en a qui se posent la question, c'est 2 ans. Puis ça commence en octobre de 2021 pour la prochaine cohorte. C'est exact, David? Oui. Un master dans le système LMD, c'est 120 crédits. Donc, si vous trouvez un autre master qui ne fait pas 120 crédits, commencez par aller à reculons. Donc, 2 ans, donc 4 semestres que vous faites, vous validez les 120 crédits, vous avez votre diplôme. Donc, il n'y a rien à faire, c'est clair. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Il n'y a pas un truc qu'on dit j'ai un diplôme M1. On ne délivre pas un diplôme M1 et M2, non. C'est un diplôme de master que vous avez après avoir accompli les 2 ans. D'accord. C'est clair. Donc, pour ce qui est des examens, comment ça fonctionne? Les examens, vous avez à produire des examens en travaux de groupe, donc de manière continue. Quand vous faites les enseignements, il y a donc un contrôle continu par des travaux en groupe et des travaux individuels. Vous vous posez la question, est-ce qu'on peut faire des travaux en groupe en ligne? Et très bien, alors, on fait des travaux en groupe et des travaux individuels que vous rendez. Et une fois par semestre, vous avez des devoirs sur table. Et là, pour ces devoirs sur table, vous allez vous rendre au campus numérique de votre localité pour composer en bonne et due forme sur papier. Voilà. Voilà comment ça se passe. Ensuite, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans cette formation quand on sait que la médecine constitue la centralité des systèmes de santé en Afrique? Oui, la médecine traditionnelle, on n'a pas donné une unité d'enseignement particulier à ça, mais c'est celui qui s'occupe de l'anthropologie médicale qui aborde ces aspects-là pour l'instant. Et donc, on n'a pas pour le moment parce qu'on ne pouvait pas trop l'élargir comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Celui qui fait l'anthropologie médicale, et lui, il aborde ces aspects-là avec les étudiants. OK, merci. Désolée, il y avait quand même des questions qui se répétaient. Je ne vais pas répéter les questions auxquelles on a déjà répondu. Déjà répondu, oui, voilà. OK, puis pour des questions plus personnelles aussi, je vous invite à contacter directement pour qu'on puisse faire avancer le groupe. Oui, vous pouvez me contacter à tout moment, je vous réponds, il n'y a aucun problème. OK? OK, je pense que ça
ça revient souvent au paiement. Donc, juste dire, c'est 1 000 € par année et vous payez en une fois avant le début de l'année. Donc, avant que la session commence, que le semestre commence en octobre, vous aurez déjà défrayé la totalité du 1 000 € pour l'année au complet. Et pour la deuxième année, ce sera la même chose avant d'entamer la deuxième année. Il faudra défrayer le 1 000 € au complet. Donc, ça revient, c'est une question qui est revenue beaucoup dans... Donc, juste pour répéter. Non, je pense que c'est pas mal... oui, le jury est en ligne, que cela ne vous étonne pas. Un jury vous reçoit et vous présentez là où vous voulez dans votre cadre et le jury en ligne vous examine. Vous avez seulement 15 minutes de présentation, vous partagez votre écran pour présenter votre mémoire et les gens vous posent les questions. Et comme ça se fait une défense, c'est toujours comme ça. C'est même plus facile et très bien organisé. OK? Bon, j'ai vu passer une question comme ça, quoi. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, Monsieur Oswald. Ça ne fonctionnait pas pour lever la main. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Oui. Bonjour, je m'appelle Oswald, je suis médecin, je suis très intéressé par cette formation et encore plus après cette présentation du professeur Huito. J'essayais de voir un peu si il est possible dans ma formation dans ma pratique de tous les jours dans mon CHU, il sera possible après de faire une application de mon master en promotion de la santé. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de concilier les deux au sein d'un établissement de santé plutôt que d'aller travailler dans un ministère, comme vous l'avez dit? Ça, c'était ma première question. OK. Allez-y, oui. Voilà. Ma deuxième question, c'est au sujet des stages. J'ai cru comprendre qu'effectivement, on peut faire le stage partout. Est-ce que, en fonction du positionnement de chaque candidat, il y aura une liste qui sera disponible ou bien c'est le candidat qui propose et le staff va pouvoir prendre contact avec un maître de stage au sein de l'établissement ou comment ça va se passer en pratique? Voilà les deux questions que je voudrais soumettre à votre... Merci. OK, merci beaucoup. Pour les stages, l'auditeur choisit là où il peut faire son stage et on valide avec lui et on organise avec lui d'introduire une demande et il fait le stage. D'autant plus qu'il y a des objectifs à faire. Et quand on dit promotion de la santé, c'est là où il faut comprendre que tout secteur donc, contribue à promouvoir la santé. Et je donnais un exemple tantôt, j'ai dit, un menuisier, c'est un agent de santé. Vous voyez, c'est un professionnel de la santé aussi. Donc, il faut savoir que tout ce que les gens peuvent faire, c'est qu'on devrait mettre la santé dedans. Vous voyez? Donc, et c'est ça. Donc, vous pouvez faire votre stage partout avec les objectifs, les thèmes de référence qui sont bien organisés et vous allez vous rendre compte que même le nettoyeur de la rue, il promeut la santé. Et donc, voilà un peu. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on organise ça, vous choisissez, on valide avec vous, on leur adresse une communication pour confirmer que vous serez en stage dans votre structure ou dans la structure que vous aurez choisie. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est important de savoir que la santé n'est pas que l'affaire des formations sanitaires ou du système sanitaire. Jamais, à plus grand jamais. La santé est produite par tous secteurs. Tous les secteurs. Et même la santé est produite beaucoup plus par les autres secteurs que le secteur de la santé. À plus de 90% dans les pays où il y a un plateau technique très élevé. Donc, même en Afrique, les études en cours, on a mis comme hypothèse 2% de contribution du secteur de la santé à la santé de tous les jours. Vous allez comprendre davantage quand vous êtes en promotion de la santé. Parce que si vous ne mangez pas bien, si vous ne dormez pas quelque part de bien, si vous sortez dans la rue où il n'y a pas une sécurité routière, vous êtes déjà mort. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas calculer votre santé. Donc, c'est ça.
Maintenant, pour travailler à l'hôpital, mais l'hôpital, j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas mentionner le secteur de la santé ou le ministère, tout ça, non. On sait que quand on dit santé, c'est déjà là-bas. Et à l'hôpital, c'est un lieu par excellence pour faire la promotion de la santé. Et vous avez des approches, une des approches, on appelle les hôpitaux promoteurs de la santé. Donc, on devrait organiser un hôpital pour que quelqu'un qui vient à l'hôpital, non, il se sente très bien et quand il ressort, il ne va plus y revenir comme on le voit souvent. Il va revenir souvent pour les mêmes problèmes. Non, parce qu'on lui aura, on lui aura donné l'occasion et qu'il soit accueilli comme un messager. Il est accueilli comme un messager et quand on l'a traité lui, c'est qu'on tient compte de ce qu'il a pour traiter aussi son domicile, son environnement. Parce qu'un patient que vous recevez, c'est qu'en fait, il vient vous dire, mon cher docteur, je vous apporte l'information que chez moi, ça ne va pas. Vous, en tant que traumatologue, il vient vous dire, j'ai fracturé ma jambe parce que chez moi, les gens, ils n'ont pas organisé le système de transport et c'est ce qui fait que je suis sorti et une moto m'a ramassé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et donc, si vous le traitez, vous n'avez pas fini votre job. Quand vous n'allez pas là-bas, ce n'est pas vous qui allez le faire, mais le système doit être organisé de telle sorte qu'on prend en compte, parce que quand vous avez les cas, et je me rappelle au Bénin, par exemple, j'avais vu un ancien décès et j'ai dit, mais la façon dont les choses se passent là, est-ce qu'on ne va pas faire des voies cyclables, des pistes cyclables pour les motos, pour qu'au moins on réduise. On dit, ah, mais ce n'est pas à nous de faire. Et finalement, quand ça a été fait, et la police s'est positionnée pour dire aux gens, non, c'est ici, votre chemin, on s'est rencontrés, il dit, hé, doyen, ton affaire là, ça a marché. Tu sais que les accidents ont réduit complètement depuis qu'on a commencé par utiliser les pistes cyclables. Vous voyez, donc c'est ça la santé. Et donc, vous pouvez bien, non, très bien même, il n'y a aucun problème. C'est ça. OK? Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de travailler à son compte avec le diplôme obtenu. Mais moi, là, si on ne m'a pas supplié, je ne serais pas en train d'enseigner à l'université. Là, je gagnais mieux ma vie quand j'étais en solo, quoi, en indépendant. Je vous assure. Et là, j'avais que le master. J'avais que le master et j'avais trop de possibilités et je ne restais jamais à la maison d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je devais venir à l'université, le recteur de l'université où je suis, qui me connaissait, a dit, oui, mais toi, tu ne restes jamais sur place et tu penses que tu vas laisser tes gros sous là et venir enseigner ici. Non, on ne donne pas beaucoup d'argent. Hein. Vous voyez, non, non c'est ça. Non, il n'y a aucun problème. Ça, là, c'est la moindre des choses, ça. Être en privé, travailler en promotion de la santé, non, il y en a plein. Vous avez plein de possibilités. OK? Ouais. Par rapport justement à l'horaire des cours et au fait qu'il y a des gens qui travaillent en même temps ou qui peuvent parfois être appelés à aller en mission dans le cadre de leur travail, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est alors que vous êtes bienvenue à une formation en ligne. Parce que j'ai vu des gens, et moi-même, j'ai été souvent dans la situation, j'ai fait cours de partout. Je voyageais et je pouvais donner mon enseignement de partout où je suis parce que j'ai 2 heures à faire. En synchrone, je coupe mon activité et selon les horaires. Les horaires sont de telle manière que vous avez la possibilité de vous accommoder. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aller en mission et suivre depuis votre mission la séance synchrone. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on organise les séances synchrones et il y a des séances, même si vous n'arrivez pas à suivre, vous allez sur la plateforme, vous allez télécharger et l'enregistrement et les documents pour la présentation, tout ça là. Donc, il y a cette flexibilité-là. Et nous sommes en train de mettre ça en place progressivement. Par exemple, les premières années de maintenant n'ont pas bénéficié trop de là où on devait déposer. Et c'est maintenant seulement qu'on est en train de finaliser ça pour qu'à la rentrée maintenant, ils soient capables. Sinon, on leur distribuait avec tout ce que ça comporte comme difficulté, vous voyez, parce que c'est parfois lourd. Il y a des gens qui ne savent pas l'ouvrir, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, sinon, vous avez
avez l'enregistrement et vous pouvez suivre en asynchrone ce que les autres ont suivi directement. Voilà, il n'y a pas, c'est alors que c'est vraiment facile maintenant avec cette flexibilité, quoi. OK. C'est combien d'heures de cours par semaine? Bon, par semaine, ça dépend. En fait, l'horaire consacré à un enseignement dépend du crédit qui lui est alloué. Vous voyez? Et maintenant, en termes de séances synchrones, on fait 3 séances par semaine synchrones. Et avec les 2 promotions, c'est que les enseignements se font de lundi à samedi, mais chaque promotion a 3 séances synchrones. Il y en a qui ont lundi, mercredi, vendredi, et l'autre mardi, jeudi, samedi. Donc voilà, c'est 3 séances synchrones. Et ça veut dire que les autres moments, vous êtes en train de travailler soit en groupe ou vous vous organisez selon votre agenda pour faire des travaux individuels. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Je passerai la parole à M. Assoua. OK. Allô, bonsoir professeur, bonsoir à tous. Oui, bonsoir Victorien. Ok, je suis Assoua Victorien, un des auditeurs résidant en Côte d'Ivoire, une ville à 220 km d'Abidjan. Donc, voilà. Je prends la parole cet après-midi pour dire merci à notre cher maître, à notre professeur, le professeur Wodo, pour cette grâce qui nous a permis d'avoir passé 1 an à faire le cours avec tous les professeurs sur cette belle aventure qui est la promotion de la santé. Et je parle pour demander à tous ceux qui sont connectés actuellement, à tous ceux qui désirent participer, faire cette formation, je les encourage. Parce que quel que soit leur niveau, quel que soit leur poste, ils comprendront que tout ce qu'ils ont fait, il n'y a rien qui est comparable à ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et sincèrement, l'Afrique francophone, tous nos pays, tous nos cadres supérieurs de la santé, même partout, quel que soit, comme le professeur l'a si bien dit, on n'a pas besoin d'être agent de santé pour pouvoir faire la promotion de la santé. Nous avons besoin de ça pour pouvoir développer nos pays. Alors, tous ceux qui sont connectés, je vous exhorte à vous inscrire et bonne chance à ce que vous soyez retenus et que vous soyez parmi nous pour cette belle mission. Et l'Afrique a besoin de nous. Je vous remercie. Waouh, Victorien, ça, je ne pouvais pas m'attendre à quelque chose comme ça. Bon, félicitations et merci beaucoup pour ton mot. OK, c'est très bien. C'est encourageant aussi de mon côté pour savoir continuer. Merci infiniment. Merci. Il y a une autre question de M. Mohamed. Puis après, je pense qu'on arrive vers la fin parce que les questions reviennent beaucoup dans la boîte de clavardage. Donc, je vous invite à revoir l'enregistrement qu'on vous partagera par la suite parce que les réponses à vos questions s'y trouvent probablement. Monsieur Mohamed, à vous la parole. Désolée, je ne vois pas le nom, deuxième nom. C'est Abrahim. Ah oui, OK. Abrahim, oui. Bon, apparemment, il n'est pas à côté ou parce qu'il n'arrive pas. OK. Bon, Mohamed n'est peut-être pas à côté, mais il y a quelqu'un d'autre qui lève la main aussi. Peut-être. Oui, Monsieur Bruno. OK, s'il vous plaît, docteur. Je veux encore revenir par rapport à l'inquiétude par rapport au niveau de la candidature. Comme vous l'aviez dit, de l'envoyer dans votre mail. Or, il y a certaines informations qui sont sur le formulaire qui n'ont pas été demandées comme pièces jointes. Oui, c'est pas grave. Comment cela doit se présenter? Non, c'est pas grave. On sait s'organiser pour avoir ces informations-là à votre niveau si besoin est. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez... Okay. Parce que le plus grand souci, c'est de pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Sinon, votre candidature ne pourra pas être acceptée. Donc, parce que tout doit être... On a besoin d'une traçabilité sur la plateforme pour que demain,
quand vous allez dire à quelqu'un, vous avez fait la formation, parce que votre diplôme sera même sécurisé sur la plateforme et ceux à qui vous auriez adressé votre candidature pour un poste, ils peuvent aller sur la plateforme et trouver votre diplôme et voir que oui, ah, c'est vrai, il a obtenu le diplôme ici à cette université-là, effectivement. Donc, c'est pour ça que l'inscription est importante à faire sur la plateforme. Mais si vous n'arrivez pas, parce qu'on comprend maintenant, comme j'expliquais, il y a beaucoup qui ne sont pas habitués ou les connexions aussi ne marchent pas très bien parce que quelqu'un, la dernière fois, a posé le problème. J'ai pris ces identifiants, j'ai utilisé, je suis rentré dans son dossier, j'ai vu tout, mais lui n'arrivait pas à le faire. Donc, il y a des problèmes de connexion aussi. Donc, on comprend. C'est pourquoi je dis, si vous avez la possibilité d'envoyer, après vous êtes inscrit, envoyé, il n'y a pas de problème. OK. OK. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a eu un rapport entre le projet pédagogique demandé et la mémoire de recherche après? Non, c'est que, non, bon, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez, on fait ça pour que les gens aient une idée déjà. Ce n'est pas, comme on dit, quelque chose qui est contraignant en tant que tel. Même dans votre lettre de motivation, vous pouvez déjà montrer que vous vous intéressez à tel aspect. C'est pour que les gens aient une idée déjà. C'est pourquoi on parle de projet pédagogique, mais ce n'est pas compulsory, comme on dit, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Parce qu'au chemin faisant, vous allez voir, vous aurez besoin d'une orientation et ça va aller, ça viendra, il n'y a pas de souci. OK. OK, merci beaucoup. Oui. Monsieur Arbaïm Mohamed, vous êtes de retour parmi nous? Oui, oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, ce que je voulais demander, c'est une fois candidaté sur le site AIF, si notre candidature a été retenue à titre payant, c'est-à-dire est-ce que l'université, dans le pays où on est là, l'AIF mettra sa campus numérique à notre disposition? Merci. Oui, quand vous êtes accepté et que vous avez payé, oui, le campus numérique, vous avez accès, parce qu'eux, ils ont dans leur base que vous êtes étudiant à un programme que l'AEF soutient. Donc, il n'y a aucun problème, vous avez accès. Il n'y a aucun problème. Parce que même si vous allez là-bas pour dire, voilà, parce qu'il y a dans la procédure, vous devez entrer en contact avec le campus numérique de votre pays. C'est là-bas que vous allez valider même votre inscription et eux, ils rentrent dans la base de données, ils trouvent votre nom. C'est pour ça que l'inscription sur la base, sur la plateforme est indispensable. Et là, eux, ils trouvent vos coordonnées et ils vont vous venir en aide. C'est là-bas que vous irez faire les devoirs sur table. Et donc, vous êtes reconnu là-bas sans problème. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est ça. Ah, merci, professeur. Merci. Oui, oui. Oui, il y avait d'autres questions dans la boîte de clavardage. Si quelqu'un ne réussit pas un crédit, qu'est-ce qui arrive? C'est le même processus comme à les cours en présentiel. Si vous n'avez pas réussi le crédit, c'est qu'il y a certainement une session que vous allez pour composer à nouveau. Et si toujours est-il que vous n'avez pas réussi, mais si vous n'avez pas rassemblé les 85%, c'est que vous allez malheureusement reprendre l'année. Et donc ça ne change rien de ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met la formation en ligne, c'est tout. Mais sinon, les mêmes procédures s'appliquent pour le passage en année supérieure où vous avez des crédits, parfois vous pouvez réussir et vous avez des crédits à rattraper. Et quand vous serez en deuxième année, vous ne finissez pas si vous ne composez pas et validez une unité d'enseignement que vous n'aviez pas validée. Donc, il y a tout ça dans la proportion qui est admise pour passer en année supérieure. Donc, tout ça s'applique. Il n'y a rien qui change. Hein. C'est seulement que le cours, la formation est à distance, mais les autres procédures, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'attestation de compétences en anglais, est-ce que c'est possible de présenter une preuve que les étudiants ont démarré déjà des cours dans une structure agréée par l'université?
Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'en ligne, nous essayons de donner la chance. Vous-même, vous allez vous rendre compte que, en fait, cette exigence-là de l'université, ce n'est que dans votre intérêt. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un spécialiste aujourd'hui, surtout en promotion de la santé, if you cannot speak English. That is not correct. You see? Because you have many of the documentation you have in English. Unfortunately. So you have to speak English. Et c'est dans votre intérêt, sinon, ce n'est pas la peine. On a vu par le passé de nos aînés qui disent être spécialistes, mais qui ne savent pas dire good morning en anglais ou hello, ce n'est pas bon du tout parce qu'ils sont dans leur précaré, point bas, ils ne peuvent pas être à l'international parce que les choses se passent beaucoup. C'est que nous, on a un avantage. L'avantage qu'on a, c'est de parler français, ce que les autres ne peuvent pas. Donc, il faut vraiment se glorifier de cet avantage-là que nous avons et parler l'anglais, d'autant plus que l'anglais n'est pas aussi compliqué que le français. Donc, moi, je trouve que c'est une opportunité, quoi, très vite fait. Il faut être fier d'avoir eu la chance de connaître le français et maintenant, rapidement, d'embrasser l'anglais qui n'est pas compliqué du tout. Vous voyez. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques autres mains levées. On va bientôt achever parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été répondues. Madame Fanny Maillot. Oh oui, bon, c'est un homme et non pas une dame. Merci beaucoup. Ah non, c'était une autre personne, Fanny. Et non, Fania. Ouais. Non, Fanny, c'était Fanny qui était en premier. Ah, d'accord. Okay. Oui, merci de me passer la parole. J'espère que vous m'écoutez. Oui. Ok. Donc, je voudrais savoir, est-ce que j'ai 2 questions. Merci déjà pour la présentation. Ma première question est de savoir, le master, lorsqu'on l'aura, est-ce qu'il nous donne accès au PhD? Si oui, où? Puisque je pense que l'université de Parakou n'offre pas encore le PhD. Donc, si ça donne accès, où est-ce que le PhD pourrait se faire? Ma deuxième question est de savoir, est-ce qu'en tant que professionnel de promotion de la santé, il y a une plus-value à avoir un PhD sur un master si on ne veut pas forcément faire dans l'enseignement? Donc, ce sont mes questions. OK, merci. Parfait. Non, l'université de Parakou donne déjà des PhD. Plein pot, là, il n'y a même pas de problème. Hein. Maintenant, il reste seulement que ça va démarrer les PhD dans le secteur de la santé. Et selon mes dernières informations, c'est sinon les semaines à venir. Donc, l'université donne déjà beaucoup de PhD. Et je suis co-directeur de beaucoup de PhD déjà. Et donc, il n'y a aucun problème. Donc, là, et quand vous avez fait un master, moi, j'ai fait mon master ailleurs, j'ai été faire mon PhD ailleurs. Ça ne pose aucun problème parce que nous sommes reconnus à l'international. Nous sommes avec de grandes universités, d'autant plus facile pour vous donc d'avoir, si vous présentez votre... Aujourd'hui, en fait, le monde est trop petit hein, quand vous élevez vers les sphères un peu plus au-dessus de nous. Le monde est trop petit. Donc, quand vous allez dire que vous avez fait un master en promotion de la santé, on va dire avec qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, je passe. Même si vous allez du côté anglophonie, vous dites « Yes, it was with David Weto from Benin ». C'est fini. Les gens savent, on se connaît. On n'est pas nombreux en francophonie, donc les gens vont... C'est pourquoi je vous disais, Michael Mamotte, je présentais le 8 mars dernier, dit « I'm very impressed by what this guy from Benin is presenting ». Donc, je l'ai rencontré déjà, lui, par exemple, plusieurs fois. On traduit en projet maintenant beaucoup de ses livres en français. Donc, les gens vous connaissent. Donc, il n'y a aucun problème, hein. Vous n'avez pas de souci. Où est-ce que vous allez faire? Non, vous avez un master, validé master en promotion de la santé, mais vous allez faire votre PhD dans une université qui connaît la promotion de la santé, évidemment. Donc, vous allez dans beaucoup d'universités, ils ne savent pas ce que ça veut dire promotion de la santé encore. Donc, vous ne pouvez pas faire partout. Alors, il faut que ce soit une université qui offre un diplôme en promotion de la santé. OK? Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, en fait, vous avez un master. Est-ce que vous avez besoin d'un PhD? Non, ce n'est pas... moi, je ne réfléchis pas en ces termes-là. C'est dire que quel est le potentiel qui est en vous pour le service que vous voulez rendre à la communauté. Parce que ce n'est pas avoir les diplômes qui est un problème et qu'il faut courir derrière. Non, normalement même,
si on organisait bien nos secteurs de l'éducation, c'est à peine 20% de la population qui va à l'université. Et les autres, ce n'est pas qu'ils ont démérité, non, pas du tout. Et ils vont être menuisiers, par exemple, ou bien couturiers, ou bien coiffeurs, mais quand il te fait, tu es satisfait. Lui, il est comme ça dans son estime de soi et il a l'argent parce que la clientèle vient. Donc, il n'a rien à foutre avec quelqu'un qui allait à l'université. Donc, c'est une question de quel est votre potentiel par rapport au service que vous devez rendre. Donc, si votre service à rendre mérite que vous alliez jusqu'au niveau doctorat, mais pourquoi ne pas y aller? C'est comme quelqu'un me demandait la dernière fois, oui, mais moi, je veux travailler à l'OMS. Est-ce que j'ai toujours besoin de... Non, ce n'est pas une question de je veux travailler à l'OMS. Non, c'est une question de quel service je veux rendre. Est-ce que mon potentiel me permet d'affiner mon service rendu à ma population, à ma communauté, à mon vis-à-vis, en allant vers un PhD. Vous voyez, parce que le PhD, normalement, c'est pour les fous. Les gens qui ont beaucoup de choses à ruminer et qui vont émettre des idées et qui vont être contents de rendre service. Donc, ce n'est pas qu'on aligne les diplômes pour le plaisir de l'aligner, non, mais c'est quel service je sais rendre et jusqu'à quel niveau je peux aller. Je peux être un couturier et rendre un service merveilleux à ma population. Je peux être un mécanicien et rendre un service merveilleux à ma population. Je n'ai pas besoin d'un PhD. OK? Donc, c'est en ces thèmes-là qu'il faut réfléchir. Et je peux être un niveau master et faire déjà énormément de choses pour ma population. Donc, voilà, il n'y a pas... C'est comme ça que je peux vous répondre. OK? Une dernière question, Monsieur Siri. Oui. Allô? Allô, est-ce que vous entendez? Oui, on vous écoute. Voilà, merci. C'est moi, c'est Siré Ndiaye. Je suis de nationalité sénégalaise et je travaille dans une organisation qui s'appelle ECOS. ECOS, c'est Environnement, Communauté, Santé, Sécurité, où je suis chargé de programme. Donc, j'ai bien suivi votre présentation, professeur. Ça a été vraiment intéressant. Les questions que vous avez posées, j'ai eu à comprendre vraiment les préoccupations des uns et des autres. C'était juste me signaler pour vous dire que je suis très intéressé et je vous suis depuis le début. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu. Okay, merci. Merci, professeur. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai David faire un mot de la fin. OK. Merci, Sarah, pour avoir organisé tout ça. Et je voulais dire aux uns aux autres aussi un grand merci pour avoir pris de leur temps et participé à cette rencontre. Comme a dit Sarah, donc vous pouvez aussi consulter ou réécouter l'enregistrement que vous aurez diffusé, il n'y a aucun problème. Mais c'est que si vous avez le souci de travailler à l'amélioration de la santé de nos populations et que l'Afrique puisse sortir de cette léthargie-là que nous connaissons tous, parce que nous travaillons beaucoup, mais nous n'avons pas de résultats, je crois que l'opportunité est là maintenant de savoir s'organiser pour agir sur les déterminants, c'est-à-dire les causes profondes des problèmes de santé que nous connaissons, pour ne plus avoir à lutter au jour le jour contre les mêmes problèmes. Le choléra qui est là tout le temps, la tuberculose qui est là tout le temps, parce qu'on ne donne pas les mêmes chances aux gens, vous voyez, dans notre communauté, dans notre région, de faire face donc aux problèmes de la vie, tels que les problèmes de santé. Mais les problèmes de santé ne sont pas à prendre, voyez-vous, en vase clos par une certaine catégorie de professionnels seulement. Il faut reconnaître que la santé va au-delà du secteur de la santé et se traduit dans le fait que les opportunités que nous avons chaque jour de la vie, depuis que nous nous levons de notre maison
jusqu'à nous rendre donc en dehors de la maison et à parcourir la ville, le village et à revenir, c'est ça qui contribue déjà à notre santé. De telle sorte que la responsabilité de notre santé ne dépend pas que de nous-mêmes uniquement. Non, parce que le contexte dans lequel nous vivons détermine notre santé aussi. Donc, le médecin en face de son patient ne doit pas penser que mais où tu étais depuis quand ça s'est passé comme ça. Non, ce n'est pas sa faute seulement. C'est pour ça que même, ce n'est pas nécessairement un spécialiste de la promotion de la santé qui a besoin de connaître la promotion de la santé. Tout le monde a besoin de savoir ce que c'est que la promotion de la santé. Et on y arrive d'ailleurs parce que les pays, il y a beaucoup de pays qui nous ont déjà donné l'exemple de ce que la promotion de la santé doit être l'affaire de tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus pour le changement donc, de vision et de perspective pour faire face aux défis du 21e siècle. Je vous assure. Et l'Afrique doit changer de fusil d'épaule. Et la promotion de la santé doit être un contributeur de taille à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Ibtissam, est-ce que tu as un mot à nous partager avant la fin? Seulement, Dr David Soweto, ça a été très intéressant la présentation. Et j'invite aussi tous les participants à devenir membres du REFIPS pour être justement à l'affût de tout ce qui se passe un peu en promotion de la santé en francophonie. Nous avons également un site de veille pour vous informer en promotion de la santé avec des ressources francophones. Donc, je vous invite à consulter le site web promosanté.org. Toutes les informations vous seront envoyées par courriel, donc la présentation du professeur Soweto, l'enregistrement de cette séance d'information ainsi que certaines informations supplémentaires. Donc, merci beaucoup pour votre participation et si vous avez des commentaires, vous pourrez toujours nous les envoyer par courriel. On fera un plaisir de les transférer à Dr Soweto. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. C'était très intéressant.